Voilà, merci beaucoup et bonsoir à tous. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette salle. D'ailleurs, c'est un peu curieux parce que j'ai fait 2 conférences à Sainte-Claire sur des femmes qui n'avaient rien à voir avec les Clarisses. Et puis maintenant, nous sommes hors les murs de Sainte-Claire, mais quand même, je vous parle des Clarisses. Alors, Sainte-Claire à Vevey, est-ce que vous m'entendez ? En 1424, le duc de Savoie, Amédée VIII, fonde le couvent de Sainte-Claire au cœur de la ville de Vevey. La mère abbesse n'est autre que Colette Boilet, femme de tête venue de Picardie, agréée par le pape, qui donne alors une nouvelle impulsion aux franciscaines ou clarisses, souvent en tout cas appelées par Jeanne de Jussy les dames de Madame Sainte-Claire. Je trouve la formule très jolie, je l'utiliserai quelquefois. En été 1536, soit un bon siècle après la fondation du couvent, quelques mois après la conquête du pays de Vaud par les Bernois, les mêmes Clarisses quittent Vevey pour s'établir à Évian. À part quelques mentions dans les registres du Conseil, les manuaux, les sœurs ont laissé peu de traces permettant de reconstituer tant leur vie quotidienne, au XVe, le cours ordinaire des jours, que les raisons exactes et les circonstances de leur départ au milieu du XVIe. Ni journal, ni chronique, juste une lettre de Guillaume Farel aux religieuses, sur laquelle je reviendrai, permet de supposer que les dames de Madame Sainte-Claire ont subi, sinon des outrages, du moins des pressions, pour les inciter à embrasser la foi nouvelle. Ce qui signifie, pour elles, renier leurs vœux prononcés devant Dieu. Ce qui signifierait, je pense que le conditionnel est meilleur, renier leurs vœux prononcés devant Dieu. Or, spirituellement, cela ne se peut pour les saintes femmes. On peut d'emblée ajouter que, temporellement, la religion réformée n'offre aucune carrière ecclésiastique aux femmes. La seule possibilité est le mariage ou la prostitution. Certaines sœurs, en Allemagne notamment, chassées de leur couvent par les réformés, n'ayant pas de famille ni personne pour les accueillir, n'ont d'autres moyens de subsistance. François Bonivard, le fameux prisonnier de Chillon, écrit à leur sujet, les malheureuses nonnes chassées de leur couvent, il les appelle des putains buissonnières, parce que, tenez-vous bien, elles reçoivent leurs clients dans les buissons, à l'orée des villes, parce qu'en ville, elles sont chassées, elles ne peuvent pas professer, entre guillemets, ou quelque chose comme ça. Fermons la parenthèse. J'en viens à la petite chronique de Jeanne de Jussy. À Genève, une communauté de Clarisses, patronnée par la duchesse de Savoie. La communauté de Genève est postérieure à celle de Vevey, vous le savez probablement, puisque l'inauguration du couvent de Genève a lieu en 1477, donc un demi-siècle après Vevey. Le couvent est établi au bourg de Four, à Genève, financé, patronné par la duchesse de Savoie, en l'occurrence Yolande de France, qui est la sœur de Louis XI. Vous situez. Voilà. Le groupe est sain, vigoureux, convaincu du bien fondé de sa mission, à savoir envelopper la ville de bonnes prières pour que le Seigneur prenne la ville en pitié. Ça, c'est l'aspect spirituel, et aussi pour améliorer
les relations des hommes entre eux. Au fond, les prières aident. Tout le monde et plaise à Dieu. Voilà leur mission. À partir de 1530, des réformateurs font leur possible pour gagner Genève à la foi nouvelle. Une résistance s'organise parmi les nobles, les gens d'église et les bourgeois. On va dire les élites, d'une certaine manière, résistent aux réformateurs. On en vient aux mains, aux armes. Il y a des morts en ville de Genève dans les années précédant la Réforme. Au monastère de Sainte-Claire, donc derrière les murs de la clôture du monastère qui est aujourd'hui transformé en palais de justice, mais si vous voulez le situer, c'est là, les dames sont renseignées quotidiennement de ce qui se passe en ville par leurs amis, au fond, essentiellement des femmes, qui viennent au parloir et qui racontent. Parce que c'est très intéressant, les clarisses entendent toutes sortes de bruits, notamment autour des cloches, des cloches qui sonnent à tort et à travers. Elles veulent tout de suite savoir ce que c'est, évidemment. Et puis, quelquefois, du brouhaha, des cris, donc elles commencent par entendre du bruit. Après, elles veulent savoir. Et elles sont donc renseignées par le bruit, puis par des, on va dire, indicatrices, mais au sens le plus beau et le plus noble du terme. Et Jeanne de Jussy tient la chronique des événements. Jeanne de Jussy est issue de la petite noblesse savoyarde, puisque Jussy, qui à l'époque s'écrit Jussy-IE, est en Savoie. À l'époque, c'est en Savoie, maintenant c'est dans le canton de Genève, à l'époque c'est en Savoie, et donc Jeanne de Jussy est savoyarde. Elle est fine, intelligente, souvent drôle, et raconte tout. Son texte est savoureux, plein d'esprit, écrit en ancien français, difficile à lire aujourd'hui. J'ai eu l'idée d'en faire une traduction, adaptation. L'éditeur genevois Slatkin a publié le texte avec de belles illustrations couleurs, en prime. Mon héroïne de ce soir est donc une femme, aventurière comme les précédentes, mais aventurière de l'esprit, de l'âme. Et en plus, une écrivaine, le terme est d'époque, elle se qualifie elle-même d'écrivaine et c'est son statut au couvent. Elle est écrivaine. Son profil est évidemment différent des autres femmes dont je vous ai parlé, mais d'un grand intérêt. Pour revenir à Vevey, sachant que les communautés des dames de Madame Sainte-Claire suivent toutes la même règle, au passage, il y a 3 communautés en Suisse romande, à Vevey, à Genève et à Orbe. On peut exploiter la petite chronique de Jeanne de Jussy de 2 manières, je dirais un peu avant et après. Alors, première manière dont je vais utiliser la chronique, c'est la vie ordinaire au couvent avant l'arrivée et les pressions des réformateurs. On peut dégager le cours ordinaire des jours des perturbations qu'elles subissent. À partir des perturbations, on retrouve comment elles vivent. Alors ça, c'est la première exploitation que je vais vous proposer. Et la deuxième, les tribulations des Clarisses livrées à elles-mêmes face à des hommes en armes, forts en robe et en armes, donc ils ont la robe en commun mais pas les armes, ou alors d'autres armes, fort décidés à faire main basse sur leurs biens. Donc les hommes en armes aimeraient bien ramasser le couvent, qui est une belle bâtisse. Et elles résistent, car elles résistent. Le chêne et le roseau, la nonne et le huguenot. Alors, la vie quotidienne à Sainte-Claire. Alors, nous nous déplaçons de 100 mètres, nous remontons dans le temps. Le plus impressionnant pour nous est l'ordre du jour ou découpage du temps. 8 fois par jour, toutes les 3 heures, les sœurs de chœur se rendent à la chapelle pour l'office. Été comme hiver, 365 jours par année.
elles vont prier à la chapelle toutes les 3 heures. Alors, chaque office a un nom. Les laudes à 3 heures du matin, je commence là, prime, tierce, sexte, nonne à 15 heures, à 3 heures c'est nonne, suivent les vêpres qu'on connaît en général, en fin d'après-midi, complis à 9 heures du soir et les matines à minuit. J'ai dû apprendre le vocabulaire, je l'ai appris. Les matines à minuit. Les repas se prennent en silence, certains travaux manuels également. Et l'une des sœurs fait la lecture, la Bible, qu'elles connaissent admirablement. Ça, c'est une chose que j'ai apprise, qui m'a beaucoup intéressée, notamment l'Évangile. Et souvent, théologiquement, elles sont plus fortes que les évangélistes. Hein. C'est pas du tout ce qu'on imagine. Elles sont meilleures, elles connaissent mieux l'Évangile et la Bible. Et les vies des saints, évidemment, particulièrement la vie de Sainte Claire, la vie de Saint François d'Assise, bien sûr, hein, qui sont les puissances tutélaires, les saints protecteurs. D'ailleurs, certaines formules même de la vie de Sainte Claire apparaissent comme ça incidemment sous la plume de Jeanne, hein, parce qu'elle entend souvent cette vie. La nuit, elles reposent au dortoir. À Genève, l'abbesse et la vicaire ont une chambre particulière. On le comprend, par exemple, dans une phrase comme pendant la nuit, elles entendent du bruit, et puis l'abbesse fait incursion dans le dortoir. Donc on comprend qu'elle ne dort pas au dortoir. Vous voyez, voilà, par exemple. Et puis la vicaire aussi. Donc, ont une chambre particulière. La communication avec les visiteurs se fait au parloir ou grille, hein, c'est la grille, toujours la grille, séparant le chœur, c'est au premier étage, en dessus de la en haut de la chapelle, séparant le chœur de l'espace où sont admis les visiteurs. À la grille, une sœur n'est jamais seule, elle est toujours assistée d'autres sœurs. Alors, les supérieures, les mères, si possible, mais sans ça, les discrètes, qui sont également des mères, c'est-à-dire des femmes qui ont plus d'années de maison, et également confidentes des jeunes, les fameuses discrètes. Elles pratiquent le jeûne en tout temps et font 12 confessions par an. Maintenant, l'organisation de la communauté, les élections démocratiques, très intéressant. En plein Moyen-Âge, on a l'idée d'un système hiérarchique théocratique. Pas du tout. François d'Assise rédige la règle. L'abbesse, la vicaire, la sacristine, l'infirmière, la jardinière, la cuisinière, l'écrivaine, les fonctions, les différentes sœurs sont élues par les religieuses. Donc c'est une élection par la base, d'une certaine façon, en présence du ministre des franciscains. Donc il faut, pour valider une élection, que le ministre soit présent. Mais elles sont élues par les autres sœurs. Et puis, dans la règle, on apprend des choses très belles. C'est par exemple, je cite l'article 4, « La supérieure s'applique à être la première par ses vertus plutôt que par sa charge. » Par son autorité. Hein. Elle doit s'imposer par sa vertu et non pas par autorité. Elle réunit les sœurs en chapitre au moins une fois par semaine. Là aussi, une séance réunissant toutes les sœurs. Et celles-ci peuvent s'exprimer devant le groupe, notamment certaines sœurs qui ont été peinées par des remarques peuvent le dire à ce moment-là. L'abbesse a en vue le bien du monastère et consulte les sœurs sur les dépenses également. Donc un système vraiment communautaire, démocratique, pour utiliser un terme qui n'est pas d'époque, qui est anachronique.
Alors, sur la question des dépenses, Jeanne de Jussy ne dit pas grand-chose, ne dit rien dans sa chronique, mais par contre, j'ai eu connaissance d'un livre remarquable publié dans les cahiers d'histoire médiévale, cahiers lausannois d'histoire médiévale, vous savez, il y a toute une série de cahiers, sur un de ces cahiers, un des derniers, une économie de la pauvreté, la comptabilité du couvent des franciscains de Lausanne à la veille de la Réforme. Alors je me suis jetée dessus. Évidemment, c'est une communauté de garçons qui mangent beaucoup plus carné, donc, parce qu'eux mangent tout le temps de la viande ou du poisson en carême, mais ils mangent du poisson, alors que les sœurs manifestement ont un légume plus... avec beaucoup moins de viande. Mais toujours est-il que ça permet, je vais vous donner quelques grandes lignes du budget de la communauté et celui de Vevey, le budget doit être proche. Alors, mon sous-titre, Usus pauper, une économie de la pauvreté. Alors, les dépenses annuelles du couvent sont de 330 florins, 60% de nourriture, 30% d'extravagance. Le vocabulaire est délicieux. Extravagant. Mais alors, attendez, que mettons dans les extravagances? La corde pour la cloche. C'est une extravagance. Et c'est Maître Jacques, ça ne s'invente pas, c'est Maître Jacques, et non pas Frère Jacques, qui apporte la corde. C'est absolument génial. Et sonner les matines, enfin, on pense évidemment. Alors, la corde pour la cloche, encore une extravagance, les cierges. L'huile de noix, l'huile d'olive, extravagance, et du vin pour un visiteur imprévu. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant, parce que toutes les vignes de Saint-François à Ouchy, vous voyez un peu qui était immense, toute la colline est couverte de vignes. Alors ils avaient tout bu, je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais vous voyez, il faut déjà arriver à descendre le vin, mais enfin, voilà. Et puis 10% des dépenses communes, comme ils les appellent, l'entretien. Les recettes, donc dépenses 330, les recettes 225, notamment, en tout cas Saint-François, ils vendent beaucoup de vin. Oui, ben c'est ça, un jour il n'y en a plus parce qu'ils en ont trop vendu. Alors, ils vendent du vin, et voilà. Et alors, il y a un déficit de 75 florins. Alors, qu'est-ce qu'on fait, déficit? Eh bien, aucun problème, caisse noire. Caisse noire, ils ont une cassette séparée qui a tout ce qu'il faut, et hop, on met les 75 florins, et la comptabilité est bonne. C'est la technique. Et alors, parce que dans la caisse noire, et ça c'est extrêmement intéressant, dans la caisse noire, en fait, ils n'ont pas de fortune, parce qu'ils ne peuvent pas avoir une fortune. Les gens ne peuvent pas vraiment leur léguer. Pourtant, les gens lèguent beaucoup aux franciscains et aux franciscaines, mais ils ne peuvent pas leur léguer directement. Beaucoup d'immeubles. Alors, ils lèguent les gens, par exemple, qui ont 2 enfants et 3 immeubles. Alors, le 3e immeuble, ils lèguent aux frères. Et puis, l'immeuble est pris en main par un procureur, en fait, qui est un gérant, qui le loue. Et la location est versée comme un intérêt, ce n'est pas de la richesse, c'est de l'intérêt. Usus pauper, c'est pas de la richesse, c'est de l'intérêt. Et hop, dans la cassette. Et quand il n'y a plus, pour le budget, on va chercher dans la cassette. C'est la technique. Et puis, ça se fait comme ça. Ça se fait comme ça jusqu'à ce que les réformés comprennent. Et alors, ils veulent mettre la main sur la cassette. Le reste, ils s'en fichent complètement parce que le couvent prend l'eau, etc. Mais la cassette, ça, ils veulent. Alors voilà l'histoire. Et bon, j'ai simplifié, mais c'est ça. J'aurais pu vous donner beaucoup de détails sur les comptes, etc., notamment à Sainte-Claire, à Genève, mais j'aimerais arriver aux perturbations liées aux réformateurs. Alors, et à partir des années 32-33 à Lausanne, c'est un des membres du Conseil qui arrive à faire le vérificateur des comptes, etc. Au moment du passage à la Réforme, donc en 1936, ou du passage au protestantisme, c'est en
automne 36, après la dispute de Lausanne. Alors là, la ville de Lausanne ramasse tous les immeubles qui étaient aux franciscains, et c'est la base du parc immobilier de Lausanne aujourd'hui encore. Ce qui est complètement fou, ces immeubles, enfin la base, la place, etc., tout ça n'a pas changé depuis 1536. Enfin, vous voyez qu'on apprend beaucoup de choses dans ce mémoire de licence remarquable que je salue au passage. D'ailleurs, l'ironie, c'est que le couvent, une fois vidé de ses occupants, donc des garçons franciscains, devient la résidence de Guillaume Farel. Mais enfin, puis on va le retrouver, Guillaume Farel. Alors, il ne perd pas le nord, en celui-là. Bon, depuis 1536. Bon. Mais avant, on le trouve à Genève, à Aigle, enfin, il circule beaucoup. Alors maintenant, je viens à la nonne et le huguenot, après la vie quotidienne et les budgets. Alors, nous assistons, dans la petite chronique de Jeanne, à un face-à-face historique entre les réformateurs, hommes armés, investis d'un nouveau pouvoir et d'une nouvelle légitimité. Je vous rappelle que Luther placarde ses thèses en 1517 à Wittenberg et nous sommes en 1532. Donc les idées réformées ont eu le temps de faire leur chemin, de faire du chemin. Donc entre ces hommes et des femmes à main nue qui croient à leur mission de prière, qui vénèrent Saint François et Sainte Claire d'Assise. Alors, 3 techniques des réformateurs, 3 réponses des claristes. Ça bagarre, hein, je vous avertis, ça bagarre. Alors, première technique des réformateurs, la persuasion. Je reviens à la lettre de Farel aux sœurs de Vevey, datée du 10 décembre 1632 et rédigée à Aigle, où Farel s'est réfugié après avoir été chassé par les Genevois dans un premier temps. Il revient, mais dans un premier temps, chassé. Alors, le réformateur d'Aigle écrit une lettre absolument sidérante que j'ai trouvée dans le Recordon, d'ailleurs, vous pouvez retrouver la référence. En ancien français, j'ai un petit peu ramé, mais j'ai fini par comprendre. Donc, retour à l'Évangile, et le prédicant recourt à la parabole des vierges sages et des vierges folles pour parler aux sœurs. Bon, ça paraît assez sensé, a priori, comme ça, tout de suite, on se dit, vierge folle, c'est une assez bonne parabole pour parler aux femmes. Mais il faut voir comment il en parle. 275. Là, c'est tiré de mon commentaire et non pas du texte de Jeanne strictement. Il y a d'autres passages où il est question de... Mais vu que la lettre est adressée aux clarisses de Vevey, je pensais que pour vous, c'était le texte à utiliser. Dans une parabole sur le royaume des cieux, l'évangéliste Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13, met en scène 5 vierges sages et 5 vierges folles. Entre parenthèses, la formule est encore dans la Bible de Jérusalem. Elle n'a pas été changée, c'est toujours les vierges sages et vierges folles. Marchant toutes à la rencontre de l'époux qui doit arriver pendant la nuit. Pour éclairer sa venue, toutes les femmes se munissent de lampes à huile. Prévoyantes, les vierges sages emportent des réserves d'huile. Imprévoyantes, les vierges folles n'y pensent pas. L'époux tarde, toutes s'endorment, il arrive au milieu de la nuit, les folles demandent aux sages de leur donner de l'huile, celles-ci refusent, craignant l'extinction de leur propre lampe. Les autres courent en acheter et manquent l'arrivée de l'époux. Celui-ci invite les jeunes filles sages, dont la lampe éclaire la voie, à le suivre. On ferme les portes derrière elles. Lorsque les folles arrivent, elles frappent à la porte en vain. « Je ne vous connais pas », dit l'époux. Morale de la parabole, veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. La cigale et la fourmi au pays de Canaan, des femmes bien organisées, prévoyantes d'un côté, des femmes mal organisées, imprévoyantes de l'autre, en face d'elles un époux intraitable. Comment Guillaume Farel exploite-t-il la parabole des 10 vierges dans sa lettre du 10 décembre 1532 aux clarisses de Vevey?
il n'est pas impossible que le recours à ce texte soit un topos, un lieu commun du discours des réformateurs. Mais il n'est pas commode. Écoutez plutôt. La provision d'huile des vierges sages, je cite Farel, huile sainte issue de bonne olive. Là, on comprend. Est comparée à l'écoute de la parole évangélique. Ainsi, les jeunes filles sages sont-elles celles qui suivent les prédicants, les incitant à apostasier. Donc la sagesse, c'est apostasier dans la bouche de Farel. C'est renier vos vœux, vous serez sages. Vous imaginez ? Symétriquement, les folles se bouchent les oreilles. À propos de se boucher les oreilles, il y a une scène à Genève où Farel est venu au couvent et certaines sœurs ont mis de la cire d'abeille dans les oreilles pour ne pas entendre. Parce que les prélats ont dit qu'il ne fallait pas écouter les... Alors elles mettent de la cire d'abeille, elles mettent des boules caisses pour ne pas entendre. Page très drôle, évidemment. Donc les folles se bouchent les oreilles. Elles obéissent aux prélats qui leur défendent d'écouter ces paroles impies et restent fidèles aux vœux prononcés par Dieu, devant Dieu. Donc les folles restent fidèles à leurs vœux, dans la bouche de Farel. Dans cet imbroglio où les sages apostasient et les folles sont fidèles à leur foi, seul le réformateur y trouve son compte. Comment une religieuse saine d'esprit, encadrée par des mères avisées, c'est le cas de la communauté de Genève, mais celles de Vevey et d'Orbe sont pareilles, pourrait-elle souscrire à une telle sottise? Donc la persuasion, bon, il y aurait évidemment d'autres exemples, là j'ai pris le plus mauvais ou le meilleur, vous jugerez. Alors voilà, la persuasion, les capacités de rhéteur de Farel sont faibles. Les clarisses veuvezannes optent pour la sagesse au sens courant du terme, c'est-à-dire la fidélité à leurs vœux. On est juste tant de gens qui pensent convenablement. Donc, première manche, victoire des religieuses. Je vous avais dit, ça bagarre. Première manche, gagnée par les religieuses. Deuxième technique, la violence ou contrainte extérieure. À Genève, dans un premier temps, en avril 1535, donc Farel circule beaucoup, en avril 1535, Guillaume Farel, encore lui, critique les religieuses du haut de la chair. Par exemple, il dit devant les fidèles, ce sont des pauvres aveugles tâtonnant dans la foi. Prie 8 fois par jour. Mais non. Mais il fait pire. Le même prédicant appelle à la lapidation des dames de Sainte-Claire. Et ça, c'est dans la chronique. Jeanne de Jussy écrit « Les mauvais garçons de Genève ». Elle les appelle comme ça, c'est les sbires. Au fond, c'est le bras armé des réformateurs, ces mauvais garçons de Genève, une espèce de tête brûlée qui circule. Alors, ils grimpent sur les murailles et ils jettent des pierres aux religieuses qui sortent dans le jardin. Et puis le jardin, c'est très important parce qu'elles cultivent, évidemment, puisqu'elles mangent beaucoup d'herbage. Alors elles cultivent, elles se tiennent aussi au jardin l'après-midi, un moment, elles prennent l'air puisqu'elles sont cloîtrées, quand même respirer. Et puis, on apprend aussi qu'elles prennent leurs aises. Et alors, elles se font canarder par des cailloux quand elles sortent. Alors, elles sortent dans le jardin. Bibliquement, évangéliquement, alors là, je n'ai pas pu m'empêcher dans mon commentaire de critiquer, évidemment, ces exhortations de Farel. C'est insupportable puisque les réformés lapident les vierges, alors que dans l'Évangile, Jean 8, versets 3 à 11, Jésus-Christ propose d'épargner la femme adultère. Donc, c'est une espèce de double subversion. Ça a 2 fois pas de sens, ce que propose Farel du point de vue évangélique.
Et puis du point de vue de l'amour du prochain, enfin tout ça ne va absolument pas comme on l'entend tout de suite. Alors, réponse des Clarisses. Fermez la porte, restez dans la clôture. Alors heureusement, il y a un petit cloître qui est toujours là d'ailleurs, qu'on peut voir encore. Alors elles sortent dans le cloître pour s'aérer puisqu'elles n'osent plus aller dans le jardin. C'est comme ça qu'elles résistent à cette violence. Alors mais attention, maintenant il y a gradation. Toujours à Genève, au couvent des Clarisses, les adeptes de la Réforme, conduits par 2 syndics en titre, profanent les lieux au moyen de haches et de barres de fer. Alors maintenant, ça n'a pas marché, les Clarisses se barricadent chez eux, alors ils entrent en force, barres de fer pour faire sauter les serrures et des haches pour débiter les images, comme dit Jeanne, c'est-à-dire des tableaux de saints ou du Christ, et ils débitent à la hache. La scène est effroyable, elle se situe en août 1535. D'une certaine façon, c'est le point culminant de la petite chronique. Cette destruction et profanation du bâtiment, du monastère. La réponse des sœurs, évidemment, elles sont très démunies, vous imaginez bien. Elles se regroupent dans la chapelle, dans une espèce d'amoncellement que Jeanne décrit avec humour. Elles se mettent toutes ensemble et puis elles crient très fort « miséricorde ». Elles essayent quelque chose et alors le lieutenant ou le syndic répond « taisez-vous par le grand diable ». Donc il jure. Et puis alors Jeanne écrit évidemment, elle ne perd pas le nord. Taisez-vous par le... Alors on a bien le droit de tout casser chez vous, mais vous n'avez pas le droit d'appeler Dieu au secours. C'est ça que ça veut dire, vous n'avez pas le droit de crier miséricorde. Puis alors ensuite la mère vicaire se dresse et puis dit au syndic, mais arrêtez, vous devez faire régner la concorde entre les citoyens. Et vous ne devez pas permettre ça. Mais il s'agit de 2 syndics sur les 4, adeptes de la Réforme, qui s'en fichent, qui n'écoutent pas. Alors, dans cette scène de violence, de profanation du couvent, en fait, elles ne sont pas directement brutalisées, comme dans certains couvents en Allemagne, notamment pendant la guerre des paysans, ni violées, mais elles reçoivent des éclats de bois à travers leur robe. Mais disons, il n'y a pas ça ne va pas plus loin que ça. Bon, évidemment, ces actes violents sont tout à fait contre-productifs, puisque ensuite ça soude les sœurs entre elles, puisque donc finalement ils n'arrivent pas à leur fin, en tout cas ils n'arrivent pas à démanteler la communauté avec ces techniques-là. Au contraire, ça soude l'esprit de groupe ou presque, parce qu'il y en a quand même, mais je garde il y a une des sœurs qui est un peu particulière, j'en parle dans le 3e. Alors j'en viens à la 3e technique utilisée par Guillaume Farel et ses sbires. J'utilise du vocabulaire biblique, la tentation, la séduction. La tentation, la séduction. 4 juillet 1535. C'est avant la scène dont j'ai parlé, de violence. Chronologiquement, c'est un peu avant, puisque la scène de profanation a eu lieu en août 1935. Ici, on est le 4 juillet 1535. Viennent au couvent un commando, vocabulaire un peu moderne, mais pour nous, un commando formé par 2 syndics, le lieutenant de police, Guillaume Farel, Pierre Viret, un cordelier, donc un franciscain qui a passé à la Réforme, qui est plus diable comme, je cite Jeanne, plus une douzaine de conseillers, dont certains sont jeunes. Donc ça fait quand même du monde, puis ils arrivent armés, etc. Et parmi les conseillers, certains sont jeunes et même séduisants.
Dès que les réformés sont admis dans la salle du chapitre, ils forcent un peu il y a beaucoup de discussions à la porte, au tourniquet, je passe, mais ils arrivent à entrer dans la salle du chapitre. Les jeunes sœurs, alors là, il y a de la mise en scène, il y a du théâtre. Les jeunes sœurs sont installées dans les premiers rangs, donc les réformateurs en face, comme ça, les jeunes sœurs, un peu classe d'école, on va dire, avec les réformateurs au fond, enfin toute l'équipe, le commando, les jeunes sœurs devant, et puis les anciennes derrière. Et les fameux jeunes réformés sont placés aux deux bouts des rangs des jeunes sœurs et ils lancent des œillades, ils font du charme aux demoiselles qui sont là dans la salle du chapitre. Et ils font les yeux doux. Dans mon commentaire, je propose une comparaison avec les vendeurs d'automobiles au salon de l'auto qui placent des jolies filles dans les stands pour appâter le client. Où est la différence? C'est juste le sexe qui change. Mais ce sont les mêmes techniques commerciales utilisées par les réformateurs. Et cette troisième technique, la tentation ou la séduction, est la meilleure. Et elle marche. Et ça marche. Alors, la communauté de Genève compte 25 sœurs. Une seule est vraiment tentée et quitte le couvent. Bon, c'est une affaire pénible, compliquée, parce que... Enfin bref, je passe les détails. Mais le résultat... D'ailleurs, intéressant, amusant aussi, parce que Jeanne est drôle souvent... Mais le résultat, c'est qu'une des sœurs, d'ailleurs intéressant, elle s'appelle Blaisine Warambert, c'est la fille d'un Dominique Warambert, Warambé, qui possède, qui vient du Piémont, enfin ils sont à Genève depuis plusieurs générations, qui possède, pour vous donner une idée, tout le palais de l'ONU, Warambé, tout ça c'est à eux, bon évidemment en Savoie. Mais enfin, vous voyez la famille. C'est une très grande famille piémontaise, c'est Warambé. Et la petite dernière, elles sont 5 filles, la petite dernière quitte le couvent après 14 ans et épouse évidemment un prêtre défroqué. Évidemment, c'est les mariages de l'époque. Quelques mois plus tard, au début 1537, dans les registres de la ville, on apprend qu'elle épouse le curé de Saint-Gervais à Genève, qui a passé à la Réforme. Et puis après, donc, Blaisine quitte la communauté avec sa sœur aînée qui a beaucoup fait parce qu'elle, au fond, la sœur aînée veut se faire intégrer dans le groupe des réformateurs. Donc, au fond, arriver à sortir la sœur, c'est une espèce de rite d'intégration. Hein. Et puis, cette sœur aînée finit, je crois, son 5e mariage, à épouser un copain de Calvin. Donc, elle a fait une espèce d'ascension calviniste. Enfin... une espèce d'ascension calviniste après avoir été d'une vieille famille catholique. Enfin, d'ailleurs, c'est très intéressant, il y a un côté roman dans la petite chronique parce qu'il y a plusieurs familles, hein, c'est un peu le jeu des 7 familles, plusieurs familles qui fonctionnent et qu'on voit à l'œuvre. Alors, cette Blaisine quitte, et puis il y a une scène absolument géniale. Le lendemain ou le surlendemain de sa défection, donc elle a quitté le couvent, elle est allée se changer, évidemment c'est symbolique, il faut qu'elle change ses vêtements, chez un savetier de la place du Bourg-de-Four, sauf erreur, où elle change ses habits. Puis 2-3 jours après, elle vient avec une robe à la dernière mode, et puis elle pavane dans tout le couvent, elle dit « Ah !» Puis elle va elle a une vieille tante qui a 80 ans, qui est là, puis elle dit « Regardez, tante Lignotte, comme je suis jolie !» Puis tante Lignotte, catastrophique, qui dit « Mais t'es pas du tout jolie, tu étais beaucoup plus jolie avant. » Enfin, il y a des dialogues comme ça, absolument. Alors voilà, ça c'est la seule qui a été...
mais au fond, ce n'est pas uniquement pour des motifs, on va dire, psychologiques, de tentation par les galants, mais c'est aussi que la sœur a beaucoup œuvré pour faire sortir cette bléside. Mais en tout cas, cette technique de la tentation, de la séduction est utilisée par les réformateurs. Les 24 autres dames de Madame Sainte-Claire de la communauté restent fidèles à leurs vœux. Et la seule échappatoire à la tentation de la chair, parce que les mères sentent bien que les jeunes sont tentés et qu'il faut faire quelque chose, est la fuite, le départ. C'est la seule réponse raisonnable et cohérente que peuvent donner les mères. Alors, à Orbe, on assiste, aussi raconté dans la petite chronique, à un départ des sœurs. Les sœurs quittent la communauté d'Orbe en 1931 déjà, le 27 juillet 1531, parce que les réformés utilisent ces techniques de séduction à Orbe, et alors toutes les filles partent la nuit, elles traversent le Jura, imaginez, et elles vivent à Nozeroy pendant presque une année, et ensuite, recueillie par la duchesse, dont j'ai oublié le nom, mais enfin très aimable et très accueillante. Et puis, au terme de cette année, petite année, certaines des sœurs sont envoyées à Poligny, Chambéry, d'autres couvents, et puis les autres reviennent à Orbe. Le danger est passé. D'une certaine façon, les esprits sont calmés. Mais là, il y a eu une fuite, enfin un départ. C'est un mot qui a beaucoup de sens, mais un départ pour résister aux réformateurs. Donc pour empêcher que le prédicant Farel ne pervertit les plus jeunes religieuses, c'est ce que dit Jeanne de Jussy dans la petite chronique, puisqu'évidemment elles sont au courant de ce qui se passe à Orbe, elles s'écrivent d'une communauté à l'autre. Les Clarisses de Genève quittent leur monastère du Bourg-de-Four le lundi 30 août 1535, jour de Saint-Félix, à 5 heures du matin. On sait exactement, elles quittent définitivement, c'est très dur, c'est un arrachement, parce qu'elles adorent ce couvent, qui est magnifique, et elles quittent par la rue Saint-Léger, elles sont voilées, elles descendent la rue Saint-Léger, elles arrivent au pont d'Arves, et c'est la Savoie. Elles sont libres. Puis en Savoie, elles sont accueillies magnifiquement partout. Il y a des processions magnifiques. La noblesse arrive sur des chevaux blancs harnachés. Enfin, on se croit dans une chanson de geste du Moyen-Âge. Enfin, c'est absolument magnifique. Elles sont accueillies divinement en Savoie et elles s'établissent à Annecy, au couvent de Sainte-Croix, où elle reste jusqu'en 1792. La communauté continue, il y a tout le temps de nouvelles recrues, jusqu'à la Révolution française, où leur monastère est fermé. La boucle est bouclée. Le 25 juillet 1536, les Clarisses de Vevey quittent la ville pour se rendre à Évian, où elles poursuivent leur vie de prière, fidèles à leurs vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Il n'est pas impossible que la décision de partir eût été prise par les mères pour échapper à la tentation orchestrée par les réformateurs et quelques galants qui se sont prêtés au jeu de dévoyer les religieuses. Je vous remercie de votre attention.